Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou plutôt le premier épisode d'une longue série de vidéos qui va à mon avis beaucoup intéresser les étudiants parmi vous, puisqu'on va parler de mémoire de recherche ou travail d'études et de recherche, donc l'abréviation c'est TER, peut-être que tu l'as déjà lu quelque part. Je vais donc t'accompagner pas à pas pour t'aider et bien justement à construire ce mémoire de recherche. Donc que tu sois déjà en master et que tu aies justement à faire et à rendre un mémoire de recherche ou à faire un petit mémoire qu'on peut te demander en licence ou bien même encore en licence 1 ou 2 et que tu t'intéresses à la suite du cursus, eh bien ces vidéos sont faites pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plutôt poser les bases un petit peu et redéfinir qu'est-ce qu'un mémoire de recherche, quels sont les attendus, comment, on va dire dans sa généralité, dans sa globalité, comment est-ce qu'il se construit, comment est-ce qu'il s'appréhende. Bref, un premier moment introductif. Donc d'ores et déjà, si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner pour ne pas rater les autres épisodes et à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Sans plus de blabla, c'est parti pour la vidéo. Commençons par le commencement et reprenons un petit peu qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste. Donc un mémoire de recherche ou travail d'études et de recherche est un écrit qui est souvent individuel, mais en fonction des masters ou des facs, ça peut dépendre. Donc c'est un écrit qui va être réalisé sous la direction de directeurs, un ou plusieurs, de recherche. Donc ces directeurs, ce sont des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs d'ailleurs au sein de ton cursus universitaire et qui donc vont pouvoir t'accompagner à la construction de cet écrit. Souvent, le choix de cet enseignant ou de ces enseignants pour notre direction va dépendre des thématiques de recherche qui les intéressent et qui t'intéressent. On travaille souvent avec des thématiques communes puisqu'évidemment, quelqu'un ne peut véritablement vous superviser que si il en maîtrise un minimum du sujet. Tu peux retrouver les informations concernant les thématiques de recherche des différents enseignants qui sont soit dans ton master, soit si tu es en licence 3, auprès desquels tu peux essayer de voir pour ton TER de fin d'année. Sur les sites des facultés, il y a en général les liens pour les laboratoires de recherche et là-dedans sont souvent répertoriés, alors encore une fois ça dépend des facs et de la rigueur de chacun, mais sont souvent répertoriés au moins les grandes lignes de recherche que tu peux trouver. En plus de l'accompagnement par ton ou tes directeurs de recherche, la plupart des masters ont des enseignements spécifiques à la recherche et tu as également un accompagnement entre guillemets sous forme de cours ou de TD dans lesquels tu vas pouvoir aussi avoir des bases et souvent des ouvertures par rapport à le travail de ton directeur de mémoire et peut-être d'autres questionnements, d'autres pistes et également tout ce qui est l'aspect on va dire très formel de comment se construit un mémoire, etc. Ça peut être dit et expliqué dans le cadre de ces cours également. De façon très concrète, le mémoire de recherche, c'est un écrit, un peu comme un gros dossier, qui, à la différence de ce que tu as pu connaître en licence, comme par exemple les partiels qui se déroulent à un moment très particulier, là, ce dossier se constitue et s'élabore tout au long de l'année. C'est d'ailleurs pour ça que je te poste cet épisode maintenant. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes fin septembre. Et en fait, même si ça peut paraître très tôt dans l'année universitaire, c'est le moment déjà de se questionner sur les fondements de ta recherche. De façon très concrète, un mémoire de recherche a pour objectif de questionner et de réfléchir sur une thématique particulière. Alors évidemment, moi je ne parle que de ce que je connais, donc ce sera un mémoire en psychologie, de façon encore plus spécifique en psychologie clinique. Mais du coup, évidemment, si tu fais des études de sociologie ou de chimie ou de je ne sais quoi, il y aura quelques petites variations à avoir. Même si dans l'idée, le mémoire de recherche est quand même relativement universel.
Du coup, en psychologie, l'objectif, ou en tout cas l'enjeu de ton mémoire, ça va être de réfléchir par rapport à une problématique, et notamment à une problématique souvent qui articule théorie et pratique. Je précise quand même que selon les masters et les approches, il peut aussi être possible parfois de réaliser un mémoire qui ne sera focalisé plutôt sur la théorie que la pratique. Ça peut être le cas par exemple d'étudier divers concepts psychologiques en rapport avec, je sais pas moi, des objets culturels, films, livres, etc. Ou encore de mettre en tension deux concepts psychologiques qui concernent un même champ, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ça peut arriver. C'est ce qui se fait le plus rarement, j'ai l'impression, mais c'est pas impossible. Après, c'est à discuter avec les directeurs de recherche. Si nous reprenons la piste de l'articulation théorico-clinique au sein du mémoire, eh bien tu pourras questionner par exemple des dispositifs thérapeutiques que tu pourras mettre en place ou observer par rapport à ton expérience de stage. Donc souvent c'est ce qui se fait, les étudiants font souvent des mémoires en lien avec leur lieu de stage. Encore une fois, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais c'est souvent ce qui se passe puisque ça te permet aussi de faire des va-et-vient entre ta propre pratique, du coup ta construction professionnelle, et en même temps définir des champs théoriques et pratiques qui t'intéressent. Avant de pouvoir peut-être penser à la thématique véritable de ton mémoire, il est important que tu saches que, il existe 2 types de recherches et ces 2 types de recherches sont très présentes dans le champ de la psychologie en fonction de l'approche, qui t'intéresse. Donc, par approche, j'entends les spécialités de la psychologie, à savoir, la neuropsychologie, la psychologie clinique, du développement, social, et cetera, et cetera. L'idée ici est de comprendre qu'il existe des recherches qui sont dites quantitatives, qui correspondent à une méthode de recherche qui va utiliser différents outils d'analyse mathématique et statistique. L'idée est donc de recueillir des données cliniques qui seront issues de différents outils ou instruments, ça peut être le cas par exemple de questionnaires, de tests, etc., pour ensuite faire un traitement d'analyse souvent statistique pour ensuite en tirer des conclusions qu'on l'on peut élargir et du coup expliciter en termes psychologiques. Le second type de recherche que tu peux effectuer sont des recherches dites qualitatives. Donc par opposition aux recherches quantitatives, il n'y a pas ici de volonté d'analyse en termes d'éléments bruts, donc de chiffres, et donc pas d'analyse statistique. Pour que ça te paraisse le plus concret et le plus simple possible, même si c'est très général, l'idée ici, ça va être de recueillir des données cliniques qui vont être quelque chose qui n'est pas véritablement quantifiable. Donc par exemple, ça va être la parole, donc le récit, ça peut être également lorsqu'on fait des études par le biais de certaines pratiques à médiation, comme je pense par exemple au dessin, la peinture, la danse. Alors bien sûr qu'on peut faire on peut transformer des données qualitatives en quantitatives par la suite. Pour te donner un exemple vraiment concret, avec une seule et même recherche qui peut être d'un côté qualitative, d'un côté quantitative, si tu fais passer une méthode projective de type le Rorschach. Si tu t'intéresses à la psycho, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. C'est le fameux test avec les taches d'encre. Tu as deux façons de travailler avec ça. Tu peux avoir la façon, on va dire, commune qui va être de coter les réponses de la personne. Donc tu vas mettre les réponses dans certaines catégories qu'ensuite tu peux quantifier et donc travailler à partir d'eux. Mais par exemple, tu peux aussi dire que toi tu t'intéresses au récit de la personne et ce que ça vient en dire de ses mécanismes psychiques, sans véritablement utiliser la méthode projective comme un test à proprement parler. Tu peux t'en servir pour permettre une élaboration du discours ou simplement de rencontrer d'une certaine façon le patient avec une modalité de médiation en l'occurrence. Alors certains qui sont très à cheval sur l'utilisation par exemple des tests, des méthodes, etc., sont peut-être pas tout à fait d'accord avec le fait d'utiliser ce type de matériel simplement pour rencontrer le patient et n'ayant pas d'objectif entre guillemets diagnostic derrière ou quoi que ce soit, mais en termes de recherche, ça peut être quelque chose qui est faisable.
Donc voilà, pour te distinguer les deux, c'est soit d'un côté on a les données plutôt numériques, ou de l'autre on se concentre sur des choses qui sont petit peu plus subtiles, un petit peu plus à l'appréciation de la personne qui construit la recherche. Nous allons maintenant aborder ce que doit véritablement contenir un mémoire, que tu sois en psychologie ou pas. Là, pour le coup, c'est vraiment comment il est structuré et architecturé. De façon générale, un mémoire commence, bon, évidemment par la page de garde, parfois aussi des remerciements, que ce soit pour tes directeurs de recherche ou pour une personne qui aurait contribué d'une façon ou d'une autre à cet écrit, par exemple déjà tes patients, mais aussi peut-être un tuteur ou une tutrice de stage qui t'aurait aidé dans l'élaboration de cet écrit. Ensuite, tu as le sommaire, donc qui contient le plan de ton mémoire, donc à savoir un petit peu ce que je te présente ici. Certains enseignants préfèrent faire une table des matières à la fin. Alors vraiment, pour le coup, je fais une petite parenthèse, mais tout ce que je te présente ici, ce sont les éléments globaux, on va dire, qu'on retrouve dans un mémoire, mais il peut y avoir certains ajustements, pardon, notamment en termes de place des choses. Donc là, par exemple, tu vois, je te disais que certains enseignants préfèrent une table des matières à la fin du mémoire. Bon ben voilà, il faut que tu prennes cette proposition que je te fais avec certaines précautions, puisqu'évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent être modifiées par la personne qui te dirige. Donc garde bien ça en tête, mais c'est pour que tu aies une vision d'ensemble de ce qu'on peut te demander. Ensuite, bien sûr, vient l'introduction, dans laquelle tu vas resituer un petit peu le contexte de ta recherche, puis la problématique. Donc, avant de continuer là-dessus, je tenais à dire que mon idée dans le fait de te proposer différentes vidéos pour construire ton mémoire pas à pas impliquait justement que je passe du temps dans plusieurs vidéos à t'expliquer pas à pas justement qu'est-ce qu'une problématique, comment penser et créer une problématique, idem pour les hypothèses, pour la méthodo, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que pour moi c'est hyper important de vous proposer des choses qui vous soient vraiment utiles. L'idée c'est vraiment que vous ayez un accompagnement entre guillemets supplémentaire à ce que vous pouvez trouver à la fac. Des fois il suffit juste d'entendre les mots dits d'une autre façon pour que ce soit d'un coup plus clair et limpide. Donc surtout n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos besoins et si ça vous dit du coup dans les commentaires. C'est hyper important d'avoir votre retour là-dessus. Bref, parenthèse fermée. Donc du coup, la problématique, grosso modo, c'est une grande question ou un ensemble de petites questions qu'il faut vraiment concevoir comme un problème. Vous savez, quand on était à l'école, quand on était petit et qu'on avait des problèmes à résoudre en maths ou quoi. Bon ben voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui vient te poser question par rapport à ce champ de recherche. Donc par exemple, ça peut être si tu vas en stage dans un endroit, ben, en allant en stage, tu t'es rendu compte de quelque chose et tu te dis mince, bah tiens, ça me questionne. Ou alors ça peut être une articulation entre un concept et justement une pratique clinique à proprement parler sur le terrain. Bref, il y a plein de possibilités, mais du coup, c'est vraiment ce qui situe ta recherche. C'est quelles questions je me pose dans cette recherche. Du coup, une fois que tu as ta question, vient ensuite les hypothèses qui vont donc tenter de répondre à ces questions-là. Donc je dis ces questions parce que souvent on a quand même plus ou moins quelques questions. En général, il y a entre 2 et 3 axes, on va dire, de problématiques. Donc ça fait à peu près deux trois petites questions. Et donc ton nombre d'hypothèses doit être en accord avec ça. Si tu as 3 axes de ta problématique, tu dois avoir 3 hypothèses pour tenter d'y répondre. Tu comprends le principe. L'idée, c'est vraiment d'accorder à chaque hypothèse plutôt, une réponse à tel ou tel axe de ta problématique. Une fois que tes hypothèses sont posées, on va pouvoir parler du cadre théorique, ou également appelé partie théorique. C'est le moment de ton écrit où tu vas resituer ta recherche dans un champ bien spécifique de la psychologie, et donc dans un cadre théorique bien spécifique. Par exemple, si tu es en psychologie clinique, ça peut être, bah voilà, je resitue ma recherche dans le champ paradigmatique, psychanalytique, humaniste, cognitiviste, enfin peu importe. Mais vraiment, c'est l'idée de dire ma recherche appartient à tel domaine et à telle façon de penser. C'est donc le moment où, en général, tu resitues également les concepts et notions que tu auras évoqués précédemment, que ce soit dans ta problématique ou tes hypothèses. En général,
apparaissent à l'intérieur des concepts qui appartiennent au départ à un auteur et c'est donc le moment de resituer les fondements de ces concepts et pourquoi pas après parler des contemporains qui en ont parlé également, mais voilà, c'est où en est la recherche par rapport à tout ça et qu'elle soit dans ses fondements comme dans ses évolutions théoriques. À la suite de cela vient la partie méthodologique. Donc c'est la partie dans laquelle on va retrouver, on va dire, trois grands points. La première, c'est la méthode de recueil des données. Donc où je vais tirer et comment mes données cliniques. Donc par exemple, si tu fais passer des entretiens et que tu récupères tout le verbatim de l'entretien, bah, ta méthode de recueil des données, ça aura été par le biais de l'entretien clinique. Il y a donc ensuite la méthode d'analyse des données, donc c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je te parlais de recherche quantitative et qualitative. Bah voilà, c'est à ce moment-là où ça va vraiment, on va dire, se distinguer, puisque si tu es en quantitative, c'est là où tu expliques bah, la méthode de traitement, souvent statistique, que tu vas utiliser, et pour les qualitatives, bon bah là c'est très variable puisque ça dépend du matériel que tu recueilles. Ensuite viennent les critères de mise à l'épreuve des hypothèses. Donc tout simplement, ce sont les éléments très précis et concrets sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir tester tes hypothèses. Donc par exemple, ça peut être, si tu travailles par exemple sur le dessin, bah, ça va être les critères graphiques qui composent ton dessin. Ça peut être, si tu travailles sur le récit, différentes approches et différentes constituantes du récit. Bref, ça dépend vraiment de ce sur quoi tu travailles, mais c'est clairement les éléments sur lesquels tu vas te baser pour faire ton analyse. Évidemment, vient par la suite ton analyse, également appelée mise à l'épreuve des hypothèses. Pas besoin d'expliciter grandement sur cette partie puisqu'elle est très variable en fonction de la méthode que tu utilises pour analyser tes données, mais c'est vraiment le moment où tu vas exposer à partir de tes données toute l'analyse que tu en fais et qu'est-ce que tu peux en tirer. Enfin vient une partie discussion puisque on ne fait pas de la recherche en affirmant les choses, on ne dit pas voilà j'ai réussi à montrer ça, 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 ça. Non, étant donné qu'on est dans des recherches et qu'il y a forcément des biais ou des limites, bah, c'est le moment de les exposer. Donc on va parler des limites de notre recherche, que ce soit en termes conceptuels, en termes bah, pratiques. Enfin voilà, c'est le moment où on va discuter de l'ensemble des choses, on va discuter aussi des résultats de notre analyse. Et c'est aussi le moment où on peut reformuler nos hypothèses en fonction justement de ce qu'on aura pu tirer de notre analyse et d'ouvrir à diverses pistes de réflexion ou de poursuite pour, eh bien pour l'avenir. Enfin, on retrouve bien sûr la bibliographie avec les normes adéquates en fonction de ta discipline. Donc en psycho, c'est les normes APA. Évidemment, je t'invite à te renseigner au moment où tu écris ton mémoire sur les différentes modifications qu'il y a pu y avoir pendant l'année où tu le rédiges, parce qu'elles sont mises à jour fréquemment et c'est un petit peu dommage, je trouve, de prendre des réflexions ou de perdre des points pour des choses un peu comme ça qu'on pourrait éviter. Si tu as l'habitude de lire des articles scientifiques, tu auras remarqué qu'il y a toujours un résumé en français et en anglais des recherches. Eh bien c'est pareil pour ton mémoire, il va falloir faire ces éléments-là. Tu peux évidemment les mettre soit au début de ta recherche, soit à la fin, encore une fois, ça peut dépendre. On retrouve aussi de façon là pour le coup facultative, ça dépend vraiment des personnes, mais on peut introduire un ou plusieurs index, donc ils vont recenser soit les concepts, soit les auteurs que tu as cités. L'objectif finalement c'est simplement de voir la répartition bah, justement soit des concepts, soit des auteurs dans ton écrit. Euh, Par exemple, si je fais un écrit où je parle de certaines théories winnicottiennes et que je cite Winnicott une seule fois, bah, c'est un peu bizarre. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les choses qui sont abordées dans ton mémoire. Et enfin, on arrive au bout de cette liste, on retrouve parfois, pas toujours, je le précise, des annexes à la fin de ton mémoire.
Maintenant que tu as pu avoir quelques définitions pour peut-être éclaircir à tes yeux ce qu'est un mémoire, en quoi il consiste, quels sont ses objectifs et que tu vois un petit peu à quoi il ressemble, je te propose d'arrêter là pour aujourd'hui et de reprendre pas à pas dans une prochaine vidéo les différentes étapes justement par où commencer et puis petit à petit nous verrons comment est-ce qu'on peut le construire sereinement et avec le moins de stress possible. Évidemment, si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à nous le faire savoir en likant cette vidéo et en le commentant si tu préfères. Vos retours sont hyper importants pour cette série de vidéos puisqu'ils me permettront de vraiment pouvoir répondre à vos questions, vos inquiétudes de façon la plus spécifique possible. Sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.